Bonjour, nous sommes le vendredi 16 février 2018 et aujourd'hui je vais vous parler d'une seule chose, je vais vous parler du Bitcoin et des crypto-monnaies. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Eh bien parce qu'on me demande souvent d'en parler dans des interviews, dans des conférences, même dans des cours. J'ai donné un cours il y a 2 ou 3 jours sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Pourquoi est-ce qu'on me demande à moi en particulier? Eh bien parce que je suis sans doute un spécialiste de l'argent et de la monnaie. J'ai publié, avec l'aide d'ailleurs des lecteurs de mon blog et des commentateurs de mon blog, en 2009, j'ai publié un livre qui s'appelle L'argent, mode d'emploi et qui a apparu l'année passée, qui est apparu en livre de poche. Donc il est facile à trouver, publié chez Fayard. L'argent, mode d'emploi, où j'explique parfois d'ailleurs sur des petits exemples avec des chiffres comment ça fonctionne l'argent, parce que moi j'ai travaillé dans la salle des machines, j'ai travaillé dans la soute des endroits où on produit de l'argent, ou en tout cas on en fait circuler dans des très grands organismes de crédit, aux États-Unis en particulier. Et j'ai vu comment ça se passe et je sais qu'il y a un certain nombre de mythes qui circulent sur la manière dont l'argent fonctionne, des circules dont je sais de l'intérieur que c'est pas comme ça. Et donc c'était pas une mauvaise idée de mettre ça dans un petit bouquin. Alors maintenant, on parle beaucoup du Bitcoin, on n'en parlait pas beaucoup en 2009 pour la bonne raison que ça a été créé en janvier 2009. Et donc, bon, au moment où j'ai écrit mon bouquin, parce qu'en fait il était écrit en 2008, il est apparu en 2009, il n'en était pas encore question. Puis c'est apparu à ce moment-là ce qu'on appelle une crypto-monnaie, et qu'on ne devrait peut-être pas appeler du tout une monnaie comme on va voir, mais en tout cas c'est une appellation qu'on entend beaucoup, crypto-monnaie ou cryptocurrency. Currency, c'est le mot anglais qui correspond à ce que nous appelons devise, parce que vous savez, en anglais et en français, le mot monnaie et money ne correspondent pas tout à fait à la même chose. Par exemple, ce que nous appelons l'argent, eh bien, c'est money en anglais. Et en français, on distingue ça, bien entendu, de la monnaie. Alors, qu'est-ce que c'est que ces Bitcoin, Zcash, Monero, Ethereum? On va un petit peu en parler. Pour commencer, il faut dire ce que c'est qu'une monnaie dans l'acceptation courante. Je ne vais pas vous faire un historique sur la monnaie, le fait qu'à certaines époques, c'était essentiellement des métaux précieux qui circulaient. Puis il y a eu une époque où on a fait circuler surtout des billets de banque, mais on pouvait échanger ces billets de banque contre des métaux précieux à la banque centrale. Maintenant, ça c'est un peu une relique du passé. Il n'y a plus vraiment de pays qui fonctionnent selon un étalon or ou argent, mais il existe des monnaies qui sont des monnaies qu'on appelle fiduciaires parce qu'il faut faire confiance au fait qu'un billet de 50 euros vaut 50 euros. Alors un billet de 50 euros, vous ne pouvez pas le fondre, vous ne pouvez pas en faire des bijoux, vous ne pouvez pas essayer de retransformer le métal en un autre type de pièce, comme ça se faisait autrefois. Quand le tyran de Syracuse était renversé, les gens prenaient les pièces, on allait les fondre, et on avait toujours de l'or. Et donc on n'avait rien perdu. Il n'y avait plus la tête du tyran de Syracuse sur la pièce, mais sinon rien n'était perdu. Alors c'est très différent aujourd'hui. Si vous avez un billet de banque et que tout à coup le gouvernement décide que cette monnaie n'est plus valable, vous êtes cuit. Il y a en général, quand il y a une conversion, vous pouvez aller échanger vos anciens billets contre des nouveaux. On a vu ça avec l'ancien franc, le nouveau franc en France, on a vu ça avec l'euro par la suite. Mais il y a une procédure simplement où on échange des billets contre des autres. On ne peut pas s'enfuir avec ces billets et essayer de faire quelque chose ailleurs. Vous savez, il y a des pays comme l'Inde où on transforme facilement des pièces d'or ou d'argent en bijouterie. Et puis après, s'il y a un revers de fortune dans la famille, on refond les bijoux et on a de nouveau des pièces et ainsi de suite. On peut continuer à l'infini. Il y a une transition possible vraiment entre le métal précieux et des usages qu'on peut en faire qui sont d'autres que de l'utiliser ça comme monnaie. Alors, quand une monnaie est émise, il y a un certain nombre de choses à assurer. D'abord, il faut faire en sorte que la monnaie soit valide, que ce ne soit pas des faux billets, ou que ce ne soit pas des pièces qui prétendent des pièces d'or qui sont en réalité des pièces en laiton, en cuivre. Il faut que quelqu'un s'assure que la monnaie est de bonne foi. Voilà. Et ça, c'est un système. C'est le système judiciaire qui existe par ailleurs, qui fait qu'il y a des lois qui disent qu'on peut arrêter les faux monnayeurs.
Il y a des tribunaux devant lesquels ils peuvent passer, et puis il y a éventuellement des prisons où on peut les mettre, et ainsi de suite. Il faut tout un système pour empêcher que de la monnaie de mauvaise foi circule. Bon. Par ailleurs, il y a une banque centrale qui s'arrange pour, se définir en général de la manière suivante, la stabilité de la monnaie, qui assure la stabilité de la monnaie. Qu'est-ce que ça veut dire? Si le prix, si la valeur d'un billet de 20 euros en termes de ce qu'on peut acheter avec lui changeait tous les jours, par exemple, il en faudrait un pour acheter du pain un jour, et puis que le lendemain, vous pourrez acheter 100 miches de pain avec cela, et puis que le jour suivant, de nouveau, il vous faut 40 euros pour acheter un pain. C'est très difficile de gérer un pays de cette manière-là. Les gens demanderont qu'on modifie leur salaire en permanence pour que s'ajuster au coût de la vie. Ils auront raison. C'est très difficile à gérer un pays où il n'y a pas stabilité des prix, ou stabilité relative. On vous parle d'inflation. L'inflation, c'est quand la monnaie perd petit à petit de sa valeur. Le fait que vous pouvez acheter un croissant pour 90 centimes, et puis ça devient 1 euro, et puis ça devient 1,10 €. Ça, c'est une érosion lente des prix de la monnaie, en fait, parce que les prix augmentent pour la même chose, et ça, c'est ce qu'on appelle l'inflation. En général, quand c'est minime, les banques centrales se contentent d'observer ce qui se passe, ou elles essaient de gérer ça avec des taux d'intérêt, des machins comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc pour qu'une monnaie fonctionne, une monnaie de type classique, ce qu'on appelle vraiment une monnaie? Il faut un système autour. Je ne dis pas que ça doit nécessairement être un système étatique, mais il faut quelque chose qui puisse dire aux fonds monnayeurs non, arrêtez de le faire, éventuellement les mettre hors d'état de nuire, et un système qui gère les prix. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on gère les prix? Mais une banque centrale le fait de la manière suivante. Elle injecte plus ou moins d'argent à l'intérieur du système. Alors, comment est-ce qu'elle fait ça? Je ne vais pas entrer dans le détail parce que ça, c'est un sujet en soi. Mais je vous le dis simplement, c'est en achetant des obligations, des emprunts, des prêts qui circulent, en les achetant et en les revendant. En les achetant, bien entendu, la Banque centrale injecte de l'argent dans le système, de l'argent à proprement parler. Pourquoi? Parce qu'elle paye le prix pour les obligations et elle a du coup les obligations dans son portefeuille, mais elle a injecté de l'argent puisqu'elle les a achetées. Et à l'inverse, quand elle veut retirer de l'argent du système, par exemple parce qu'il y a une récession, eh bien elle revend ses obligations sur le marché. Et on va lui donner de l'argent, pour ses obligations, qui sont donc des promesses de vente, mais l'argent qu'elle va recevoir, elle va le garder à l'intérieur, il ne sera pas en circulation. Alors voilà, pour avoir une monnaie, il faut respecter à peu près ce système, il faut gérer la quantité qui circule, et il faut un système derrière pour s'en prendre à ceux qui essayent de tricher avec le système. Voilà. Alors, petit aparté, rapide, mais c'est simplement pour donner quelques définitions, parce que vous allez voir, c'est là qu'on va entrer dans le vif du sujet. Un certain monsieur Aristote, dont vous avez sûrement entendu parler, c'est un philosophe grec du 3e, 4e siècle avant Jésus-Christ. Il a donné une définition de la monnaie, qui est la définition qui court toujours, c'est-à-dire on est toujours tout à fait d'accord avec ce qu'il avait dit à l'époque, et c'est ce qu'on vous répète dans les livres d'économie, même si dans les livres d'économie, on ne sait pas que c'est Aristote qui a dit ça premier, mais ça n'a pas d'importance. Il nous a dit la chose suivante. Qu'est-ce que c'est une monnaie? 1, 2 et 3. Premièrement, c'est un moyen d'échange. On peut utiliser ça pour échanger des choses. On peut échanger des billets de banque, si c'est de la monnaie, contre des choses et inversement. Alors, deuxième chose, c'est une réserve de valeur. C'est une réserve de valeur, c'est-à-dire, ou de richesse, disons plutôt, parce que le mot valeur est un mot extrêmement ambigu que j'essaie de ne pas utiliser, c'est une réserve de richesse. Si vous avez des pièces d'or ou si vous avez des billets de banque, vous n'êtes pas obligé de les utiliser tous les jours, vous pouvez les garder pendant un certain temps, vous pouvez les thésauriser, ce qui n'est pas très bon du point de vue de la Banque centrale, parce que c'est pas exactement si ça va sortir demain, si c'est à quoi ça sert, etc. Mais enfin bon, on peut le faire. Vous pouvez garder de l'argent sur un compte en banque, vous pouvez garder des pièces d'or dans un coffre à la banque ou à la coffre à la maison, des billets sous votre lit, etc. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser en permanence.
Il y a une idée, c'est celle de la monnaie fondante, par un certain Silvio Gesell au début du 19e, du 20e siècle. Lui, au contraire, il voulait surtout que l'argent circule en permanence, et il avait inventé la monnaie fondante. Donc, elle perdait de la valeur si on ne l'utilisait pas. Donc, il fallait qu'on l'utilise. Enfin, ça, c'est une mise entre parenthèses. C'est quelque chose que je dis entre parenthèses parce que finalement, c'est pas très très important. Ça n'a jamais été le cas. Il y a des manières plus ou moins de faire comme si, voilà. Par exemple, quand on vous fait des intérêts négatifs, c'est un petit peu comme si on vous faisait, quand on vous fait payer des intérêts négatifs à la banque, c'est un petit peu comme si on vous pénalisait pour avoir de l'argent sans l'utiliser. Alors, deuxième chose, réserve de valeur. Et troisième chose, unité de compte. On peut comptabiliser sa richesse ou les dettes qu'on a en additionnant les chiffres de la monnaie. Je peux savoir en regardant le relevé qu'il y a qu'on m'envoie par la poste ou bien que je vois sur mon ordinateur. Je peux regarder combien d'argent j'ai et combien je dois éventuellement. Tous les comptes sont là et tout ça est fait en euros et je comprends comment ça marche. Quand il y a un plus, ça veut dire que c'est de l'argent à moi et quand il y a un moins, ça veut dire que c'est de l'argent que je dois à quelqu'un, en particulier à la banque et qu'il faudrait que je rembourse un jour. Voilà. Alors, une monnaie, c'est quoi donc je vais faire dans l'ordre que j'avais dit d'abord, un moyen d'échange, une réserve de valeur et une unité de compte. Alors, prenons maintenant le Bitcoin. Le Bitcoin, il a été émis par des particuliers, pas par un État, pas par un organisme, et en tout cas pas par un organisme qui a soit la capacité de gérer la quantité de monnaie qui est émise, comme le fait une banque centrale, et il n'a pas de système judiciaire qui permettrait que si on triche avec le système, on se retrouve devant les tribunaux, puis en prison, et ainsi de suite pour avoir volé de l'argent comme ça. Alors, pourquoi est-ce que le système n'a pas ça au départ? Eh bien parce qu'il dit qu'il n'en a pas besoin. Il n'en a pas besoin. Alors la question de la gestion de la quantité d'argent en circulation, c'est en mettant une limite, je ne sais plus ce que c'est, 25 millions, c'est un chiffre de ce type-là, 25 millions de bitcoins qui seront émis au total. Et donc, voilà, petit à petit, par une méthode qu'on appelle l'extraction, mining, Bitcoin mining, en français, l'extraction du Bitcoin, on a inventé un système qui est une analogie avec la recherche d'or, comme de l'extraction, quand on essaie de trouver un métal précieux. Enfin, l'or, c'est un peu différent, c'est pas vraiment de l'extraction, comme vous le savez, on essaie de trouver des paillettes essentiellement, c'est rare qu'on trouve vraiment des pépites. Enfin bon, l'idée c'est que des gens qui participent au fonctionnement du Bitcoin, eh bien, gagnent petit à petit des Bitcoins, comme un chercheur d'or trouve petit à petit de l'or. Mais comme dans l'idée de la planète Terre, eh bien, il doit y avoir une quantité finie d'or. Il n'y a pas de l'or qui est produit tous les jours, sauf par des alchimistes. Non, c'est une petite blague. Il n'y a pas d'or qui est produit, donc un jour, on aura épuisé la quantité d'or qui ira à la planète. Donc, les inventeurs du Bitcoin, j'oublie toujours son nom, c'est un nom japonais, monsieur Hitoshi Nakamoto, quelque chose comme ça, vous pouvez le trouver facilement. On ne sait pas s'il existe vraiment, mais on croit qu'on sait à peu près qu'il y a un citoyen américain qui est probablement l'inventeur du Bitcoin. Enfin, vous verrez, ça c'est de la lecture, des lectures un peu mystérieuses sur l'identité de l'inventeur. Donc, quantité limitée, un processus qui, par analogie avec la recherche d'or, on a un processus de création de monnaie. Par ailleurs, on n'a pas besoin d'un système légal, ni de police, ni de prison, ni quoi que ce soit, parce que la technologie qui sous-tend les monnaies, les crypto-monnaies, est une technologie appelée la blockchain, qui en principe est inviolable et qui fait qu'on n'a pas besoin de police et on n'a pas besoin de juge, pas besoin de gardien de prison, etc. Il s'avère que depuis 2009, vous savez que c'est pas vrai, il y a de l'argent qui a été volé dans un centre d'échange de Bitcoin qui s'appelle Mt. Gox au Japon.
Il y a de l'argent encore qui a été perdu, plusieurs centaines de millions d'équivalents dollars de Bitcoin récemment par un autre centre d'échange. Il y a des hackers qui entrent dans le système, qui volent des choses. Il y a aussi des analystes qui analysent tous les mouvements de ces crypto-monnaies et qui dénoncent en particulier les activités de type criminel en les dénonçant à la police. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pour mettre en évidence que ce sont vraiment des très très bons connaisseurs de la cryptographie et des monnaies de type blockchain pour se faire de la publicité personnelle. Alors, le système n'a pas de gestion véritable de la quantité qui circule. Si, il y a cette idée qu'il y aura une limite un jour parce qu'on en émettra pas plus que ceci ou cela. Mais il n'y a pas une autorité qui retire du Bitcoin de la circulation, qui en remet pour assurer la stabilité des prix et la stabilité du taux de change de la monnaie par rapport à d'autres. Alors, vous savez, du coup, ça ne marche pas du tout. La valeur du Bitcoin, elle n'arrête pas de monter et de redescendre de manière très brutale. Il y a eu une espèce de bulle à la fin de l'année dernière, et puis depuis ça retombe, voilà, ça retombe, c'est retombé un petit peu, c'est pas retombé tout en bas, mais enfin ça retombe, et il y a des grands à-coups de jour en jour. Voilà, donc il n'y a pas de banque centrale qui gère ça, et donc du coup ça dépend de l'offre et de la demande, et surtout des activités des spéculateurs qui essaient de faire monter le prix ou de faire baisser le prix. Et quand je dis le prix, c'est évidemment en termes d'échange par rapport à une autre monnaie comme par exemple le dollar. Il n'y a pas non plus donc de police, ni de tribunaux, ni de prisons. Et ceux qui s'estiment lésés, ils doivent se tourner vers des autorités nationales en disant on m'a volé, etc. Mais comme le Bitcoin a été fait en particulier pour qu'on se passe des États, c'est un peu paradoxal qu'on doive essayer de le faire. Et bien entendu, les États ne reconnaissent pas, je crois que le Japon a accordé un certain statut au Bitcoin. Aux États-Unis, il y a 2 bourses de futures, de marché à terme, qui ont des contrats en Bitcoin, mais ça ne veut pas dire qu'ils y touchent. Ça veut dire simplement qu'on peut acheter des titres dont le sous-jacent, quand on dit, dans le sous-jacent, ce ne sont pas des titres en fait, ce sont des produits dérivés, excusez-moi, un titre c'est un instrument de dette, c'est justement pas ça, des produits dérivés dont le sous-jacent c'est la valeur du Bitcoin par rapport à d'autres monnaies. Mais c'est une façon aussi de ne pas y toucher. C'est un sous-jacent, c'est quelque chose qui en fait n'a pas une connexion directe. On prend ça comme un index, comme un indice si vous voulez, et on fait des calculs à partir de là. Alors, qu'est-ce que je viens de dire par rapport à la moyen d'échange? Oui, il y a des endroits où on peut acheter des choses en Bitcoin. Le fait que le prix des choses en Bitcoin change tous les jours ou même toutes les minutes, évidemment, ça facilite pas les transactions, puisque ce serait comme dans l'exemple que je vous ai dit, que d'ailleurs vous pourriez acheter un pain demain pour 40 €, après-demain pour 50 centimes, et puis le jour suivant c'est pour 20 € ou pour 25, ça facilite pas, bien entendu, les choses. Et du point de vue du commerçant, c'est un casse-tête, il sait jamais ce qu'il va gagner exactement, puisque les sommes qu'il aura reçues un jour seront réévaluées le lendemain, soit à la hausse, soit à la baisse. Donc c'est un moyen d'échange, mais pas un moyen très pratique. Réserve de valeur, on peut dire, oui, si comme Madame Nabila dans les publicités vous dit ça va augmenter de 500% dans les jours qui viennent, alors oui, c'est vraiment une réserve de valeur. Si évidemment le jour où vous avez acheté selon les bons conseils de Madame Nabila, en fait le lendemain ça a perdu la moitié de la valeur de ce que vous avez mis dedans, vous serez peut-être pas content après elle, et vous le direz que peut-être allô, bon, enfin bon, je plaisante. Mais donc réserve de valeur, oui, mais qu'on peut pas évaluer véritablement à l'avance. Alors unité de compte, oui, on peut compter combien de bitcoin on a, mais il faut retraduire tous les jours ou toutes les 10 minutes ce que ça vaut exactement dans une autre monnaie. Donc ça ne présente pas vraiment les caractères d'une monnaie. Est-ce qu'il faut continuer à appeler ça une monnaie? On a cessé pratiquement de le faire aux États-Unis, si vous regardez, enfin en tout cas dans les publications de type financier. Si vous regardez ça, vous verrez qu'on appelle ça token uniquement. On n'appelle plus ça cryptocurrency, on appelle ça token. Alors qu'est-ce que ça veut dire token en français? Un token, c'est un jeton.
C'est un jeton, c'est comme une fiche quand on joue aux cartes, à l'époque où il y avait encore des fiches. C'est un jeton, c'est un jeton. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En disant c'est un jeton et pas une monnaie. Eh ben, ça veut dire que c'est quelque chose, mais ça a une valeur. Ça a une valeur, je veux dire, c'est un prix, il faut l'acheter. Par exemple, vous allez au casino, vous achetez des jetons, ben, il faut payer pour chaque jeton. Alors, est-ce que ces jetons valent ce que vous avez payé? Bon, si c'est un jeton, disons un jeton pour 500 euros, est-ce que ça vaut 500 euros? Peut-être à l'intérieur du casino, oui, vous pouvez peut-être échanger ça contre 500 euros avec quelqu'un d'autre, puisque à l'intérieur du casino, ça a cette valeur-là. Mais quand vous en sortez, il faut échanger vos jetons contre du vrai argent. Alors, l'image est bonne, c'est ça. Le Bitcoin, les autres monnaies, c'est ça. Ce sont des jetons. Ce sont des jetons et ça dépend. Échanger ça comme du vrai argent, contre du vrai argent, ça dépend de la bonne volonté de quelqu'un qui est prêt à le faire et parce que lui reste à l'intérieur du système. Alors, je viens de dire reste à l'intérieur du système et c'est là-dessus que je vais terminer, mais c'est ça le point important. Pourquoi est-ce que ces monnaies sont apparues? Pourquoi le Bitcoin? Pourquoi le Zcash? Pourquoi le Monero? Pourquoi le Ethereum? Et pour tous ceux qu'on crée encore tous les jours? C'est essentiellement parce que c'est un système qui est anonyme, qui n'est pas en principe sous le regard de l'État. Encore comme je vous dis, il y a des mouchards, il y a des gens qui regardent ce qui se passe et qui expliquent à l'État ce qui est en train de se passer, en particulier que voilà, l'argent qui vient de passer là, c'est de la prostitution, celui qui vient de passer là, c'est de la drogue, etc. Les gens qui se sont intéressés au Bitcoin, aux monnaies cryptocurrencies, aux monnaies crypto, aux jetons, ce sont essentiellement au départ, ce sont des militants politiques. Vous pouvez lire ça dans la déclaration justement de M. Taoshi Nakamoto, ou à peu près comme ça. C'est pour lutter contre l'État, c'est pour avoir un système qui fonctionne en dehors du regard de l'État, qui ne soit pas taxé avec une certaine anonymité, je dis certaine, vous allez voir pourquoi, des gens qui échangent ces choses et attendez, anonymité. Oui, et pour que ça n'apparaisse pas sur le radar. Alors, qui est-ce qui s'est intéressé à ça au départ? Les militants libertariens, donc dans leur lutte contre l'État. Si vous ne savez pas ce que c'est le libertarianisme, c'est une variété de lutte qu'on appelle du libéralisme, de l'ultralibéralisme violemment anti-étatique. Ça ressemble vaguement de l'anarchisme, mais c'est de l'anarchisme d'extrême droite, pas de gauche comme l'anarchisme l'est en général. Et ces gens ont donc un agenda politique, comme on dit. Alors, il y a aussi des passionnés, bien entendu, de l'informatique qui ont trouvé ça, le blockchain, que c'est un truc génial. C'est qu'effectivement, c'est un truc génial. C'est compliqué, mais c'est intéressant. C'est fondé sur l'idée de crypter les messages, donc de les chiffrer, que l'information soit pas visible tout à fait en surface. Et mais aussi le grand public. Alors il y a, je l'ajoute pour les gens qui ont été convaincus par Nabila, vous et moi, qui considérez que c'est une excellente chose puisqu'on va gagner du 500%, donc il faut absolument le faire. Mais surtout, bien entendu, qui est-ce qui a utilisé ça en premier et qui utilise toujours les crypto-monnaies, qui est le principal client? Ce sont les pègres, ce sont les mafias, ce sont les gangsters. Il y a une très belle histoire tout au début du Bitcoin. C'est Silk Road. Silk Road, c'est une boutique en ligne qui se spécialise dans les drogues illicites, dans les contrats de type gangstérisme, le commerce des armes, commerce illicite des armes, etc., etc. Le directeur de ça, j'oublie son nom, mais vous le trouverez facilement. Il est tombé parce qu'un agent de la police lui a proposé de lui payer en Bitcoin un contrat pour se débarrasser d'un de ses rivales qu'il a accepté et depuis il passe des jours heureux en prison. C'est pas une prison attachée au Bitcoin, c'est une prison attachée au fonctionnement du dollar, comme vous l'avez compris, parce que le dollar, il y a un grand système derrière. Et ce monsieur, malheureusement pour lui, se trouve en prison. Les pègres continuent de s'intéresser aux monnaies, à ces monnaies-là, et en particulier, elles se méfient maintenant du Bitcoin parce qu'il est trop facile de l'extérieur, non pas de
découvrir facilement l'identité des gens qui ont des portefeuilles en Bitcoin, mais on peut obtenir ce que les informaticiens appellent les métadonnées. Les métadonnées, en fait, ce sont les données sur les opérations qui vous permettent des données extérieures. Par exemple, les numéros de téléphone que vous appelez. Bon, ça ne vous dit pas vraiment l'identité de la personne au bout du téléphone, mais enfin, on peut la retrouver à partir du numéro de téléphone. Alors, avec les métadonnées, on peut voir, on peut dire, bon, telle personne achète à tel et tel autre avec telle régularité. Or, ce monsieur habite à Macao, où il y a surtout des casinos, donc on peut savoir plus ou moins qui il est. Alors, ça, c'est un inconvénient du Bitcoin. Alors, la monnaie qui s'appelle Monero, elle fait mieux du point de vue de l'anonymat, parce que qu'est-ce qu'elle fait, le Monero? Eh bien, elle met des identités fictives. Mais des identités fictives quand les opérations ont lieu, donc c'est très difficile, voilà, de savoir qui c'est exactement, parce que on trompe le système en modifiant les identités pour brouiller les pistes. Et le Zcash, il fait encore mieux parce que il crypte, il chiffre les adresses. Donc là, à ce moment-là, voilà, ça c'est très difficile. Alors, donc les gens qui étaient sur le Bitcoin, ils sont un peu passés sur le Monero. Maintenant, ils ont trouvé que le Zcash est encore mieux que le Monero, et donc il y a une espèce de course qui va comme ça à l'infini. Alors, en conclusion, qu'est-ce que c'est le Bitcoin? Qu'est-ce que c'est les crypto-monnaies? Eh bien, ce sont des jetons. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur, parce qu'évidemment, à l'intérieur même du système où on accepte ces jetons, ils ont une valeur, comme un jeton de casino a une valeur à l'intérieur d'un casino, mais vous ne pouvez pas acheter des choses dans l'épicerie du coin en sortant du casino avec vos jetons. Il faut les échanger à la sortie contre de vrai argent. C'est la même chose avec ces jetons-là. Parler de crypto-monnaie, c'est un petit peu pas utiliser la bonne étiquette. Ce sont des systèmes de jetons qui marchent bien pour ceux qui veulent les utiliser. Et s'ils veulent, voilà, que l'activité, comme à l'intérieur d'un casino, si vous voulez pas savoir, qu'on sache trop à l'extérieur ce qui se passe, eh bien ça peut se faire parce que c'est dans un espace fermé. Alors, à ceux d'entre vous qui auraient regardé ça pour essayer de comprendre si c'est un bon outil d'investissement, non, absolument pas. Non, absolument pas. Comme ça dépend pas de vous. Que ça ait de la valeur, les bitcoins, ça dépend pas de vous. Et ça dépend de certaines personnes. Alors c'est pas seulement le fait que le système soit pas aussi bien protégé qu'on aurait pu l'imaginer, c'est pas seulement ça, mais c'est qu'il y a des gens quelque part qui peuvent arrêter le système demain et partir avec l'argent de la caisse. Voilà, comme à l'intérieur d'un casino, vous avez changé pour obtenir des jetons, vous avez donné du vrai argent. On peut piquer la caisse du casino et partir avec ça, avec ces monnaies-là. On peut faire exactement la même chose. Il faut surtout pas croire non plus qu'il y a des garanties que parce que j'entends dire ça. Oui, mais comme il n'y aura jamais que 25 millions de pièces de Bitcoin, donc la monnaie la valeur doit augmenter nécessairement. Non, bien entendu non. C'est un truc spéculatif. Ce jeton, il a juste la valeur en termes d'échanger ça contre des euros et des dollars. Des échanges qui ont lieu entre ceux qui sont prêts à payer beaucoup et ceux qui ne sont pas prêts à payer beaucoup. C'est un système purement spéculatif. Et vous n'avez absolument rien. Quand vous aviez une pièce d'or, vous pouviez la garder, vous pouviez en faire des bijoux pour les vendre quelque part à quelqu'un qui croit que c'est de l'or. Le Bitcoin, c'est rien, c'est de l'électricité qui passe sur un réseau. Ce sont des traces numériques à l'intérieur d'un système et ne me dites pas que c'est la même chose avec une banque centrale. Non, absolument pas. La banque centrale, il y a, comme je vous le dis, il y a la police, des juges et des prisons derrière. Du coup, c'est pas du tout la même chose. Vous ne pouvez pas aller au commissariat de police en disant on m'a volé des bitcoins. Ils vous diront écoutez, c'est un système de jetons, on ne sait pas trop ce qu'on devrait faire à ce sujet-là. Vous ne pouvez pas aller vous plaindre. C'est pas du tout la même chose. Il n'y a aucune protection. C'est un truc soit pour la pègre, soit pour les militants libertariens qui veulent faire tomber l'État, soit pour des fous d'informatique qui trouvent ça très drôle. C'est pas un truc pour les investisseurs. Les investisseurs, ils sont considérés par les autres comme des gogos et on leur fera pas de cadeau à l'arrivée, c'est-à-dire qu'ils vont simplement perdre de l'argent. Voilà. Allez, j'ai un peu répété ce que j'avais dit dans l'article, c'était quoi, dans PC World dans 2013.
En 2013, on m'avait demandé, voilà, il y avait peu de gens qui comprenaient ce qui se passait, et on m'avait demandé ça dans une revue d'informatique qui s'appelle PC World 2013. L'article est toujours là, je l'ai remis sur mon blog. J'ai redit un peu la même chose, j'ai remis un peu ça aussi à l'ordre du jour avec des informations récentes, et j'espère que vous avez trouvé l'information que vous cherchiez. Voilà, allez, à la semaine prochaine.